Salut à tous. Aujourd'hui, dans la science des jeux, on va s'intéresser à un personnage commun dans les jeux vidéo, le ninja. Est-il capable de tout faire? Sa légende était-elle à la mesure de la réalité? On va voir ça tout de suite. Mais avant, j'ai un petit truc à faire. Le ninja est peut-être l'un des personnages les plus récurrents des jeux vidéo, ou au moins son utilisation. Pour justifier d'une infiltration ou une mission d'espionnage, il suffit juste d'avoir un ninja, ou au moins avoir quelqu'un qui a eu un entraînement ninja. Si bien que, à la fin, le mot ninja est un mot valise, sans réelle signification propre. Il devient la justification de tout et n'importe quoi. Espionnage, déguisement, infiltration, crochetage, grimpe, pouvoirs paranormaux, et ça peut même justifier le golf. Le ninja, ou le shinobi, est un personnage qui pour le coup a réellement existé. Entourés de mystères et d'un folklore sans cesse renouvelé, les ninjas sont pourtant des personnages bien réels, avec des pouvoirs tout ce qu'il y a plus humain. Le jeu vidéo est un média qui nous raconte une histoire, à travers un gameplay et une narration. Il est bien plus aisé de reprendre des vieilles histoires qui ont largement fait leurs preuves. Celles des ninjas en font bien sûr partie. Du coup, on a toutes sortes de ninjas. Des ninjas dits à l'ancienne, dans une histoire médiévale, et des ninjas à l'époque moderne, soit robotisés partiellement ou totalement, à l'image du jeu Shinobi ou de Grey Fox dans Metal Gear Solid. Et oui, encore Metal Gear Solid. Qu'il soit juste un guerrier décérébré ou chasseur de démons et de créatures infernales, le ninja sert quasiment à tous les propos. Et c'est bien ça le problème. Comment différencier la réalité de la vision fictionnelle que nous impose le jeu vidéo? Aujourd'hui, dans la science des jeux, on va s'intéresser au ninja et voir qui était-il réellement. Alors qu'on soit bien clair, même si je suis très nippophile, je ne parle pas japonais, et malgré tous les efforts que je peux faire, l'accent japonais est encore pour moi un mystère. Il est donc possible, voire même très probable, que j'écorche certains mots. Par avance, désolé. Déjà, il est compliqué d'évoquer la place de ce guerrier qui a traversé les siècles, puisque leur traitement eux-mêmes diffère de l'époque à laquelle ils étaient vivants. Mais déjà, partons de la base. Il paraît tout à fait vraisemblable que les premiers éléments de l'art de l'invisible vinrent de Chine, comme ce fut le cas pour toute la base de la culture japonaise. Du 6e au 11e siècle, dans les régions montagneuses d'Iga, de Koga et de qui sont des provinces au centre du Japon, il s'était constitué divers types de communautés. Il y avait là toutes sortes de laissés-pour-compte qu'une société militariste peut engendrer. Vagabonds, mendiants, exilés politiques, déserteurs, parfois des familles, voire des clans entiers. Il y avait aussi ce qu'on appelle des kugutsu, des artistes itinérants du spectacle, des maîtres de l'illusion, une sorte de version féodale de David Copperfield. Bonjour madame. Puisqu'ils étaient exclus de la société de l'époque, soit par choix, soit par fatalité, les premiers temps des villages ninjas furent relativement modestes. Ils vivaient dans de petites cabanes sans confort ou carrément dans des grottes. Vivant ainsi par la force des choses, très près de la nature, tous ces gens se mêlèrent aux ascètes qui vivaient loin de tout, laïcs ou moines guerriers, ceux qu'on appelle les yamabushi. Il y avait aussi des magiciens, des sorciers, des ermites, enfin bref, des mystiques de toutes sortes. Tout ce beau monde a fini par cohabiter, s'organiser par affinité en mettant en commun des religiosités éveillées au contact de la nature. Au fur et à mesure d'isolement politique, militaire et culturel, les habitants de ces régions s'endurcirent et devinrent des guerriers hors catégorie, pendant un Japon médiéval, jouant sur le mystère et le mystique comme les Yamabushi. On voit déjà plusieurs traits de caractérisation qui se dégagent. Le côté hétéroclite des capacités du ninja, et notamment le côté illusion et mystique, et le deuxième côté qui valide totalement cet aspect, c'est l'isolement des clans des ninjas, même s'ils ont mis du temps à se définir eux-mêmes en termes claniques. Cet isolement a renforcé les légendes, souvent largement exagérées, qui les entouraient. Si certains faits d'armes ont clairement marqué l'histoire des ninjas, les légendes et mythes transmis au gré des voyages ont largement contribué à donner aux ninjas une dimension hors du commun. Si on comprend ici les bases et les origines de la voie du ninja, elle n'est pas encore dans sa forme définitive, ni celle que l'on connaît majoritairement aujourd'hui. C'est lors du XIIe et XIIIe siècle, notamment au cours de la période d'ascension de la puissance des grands seigneurs féodaux, que les ninjas purent s'exprimer pleinement. Bien qu'officiellement interdits par le pouvoir impérial, leur service de mercenaires était alors très prisé par les seigneurs féodaux. Le ninja n'est pas un guerrier solitaire en quête de vengeance, de rédemption ou d'un amour perdu. Il faut bien concevoir que le ninja évolue dans un système très hiérarchisé. C'est un homme libre, puisqu'à l'extérieur du système de caste imposé par le Japon féodal, qui est autant fermier ou commerçant que soldat ou espion. Il n'est donc pas nécessairement d'origine paysanne. Les origines sociales des ninjas sont multiples et ne dépendaient que de leur parcours et de leur aptitude guerrière. Un clan de ninjas agit comme un marchand de mercenaires, sauf que ces soldats sont des espions, des assassins, des hommes de main ou des guerrieros avant l'heure. Un ninja est avant tout connu à travers sa communauté. En vrai, personne ne connaît le nom des ninjas, à part leur chef de clan.
On fait plus appel à un certain clan pour ses faits d'armes qu'à un mercenaire en particulier. D'ailleurs, on voit bien le côté vie en communauté dans Tenchu 2, qui reste pour moi un excellent souvenir de joueur. Ainsi, suivant les régions, il y aurait eu environ 70 familles ninja dans la région d'Iga et environ une cinquantaine dans celle de Koga. Ce n'est sûrement pas les seuls, mais probablement les mieux organisés. On peut quand même citer les Shinshu, les Koshu, les Rikusen et les Jutsu. Je vous avais dit que mon accent était affreux. L'organisation d'un clan ninja est parfaitement rodée, avec une structure en 3 niveaux. Tout en haut de la hiérarchie se trouve le Jonin, le seul et unique chef de clan, autant guerrier que philosophe. C'est lui qui prenait les contacts, offrait les services de ses gens et définissait les missions. Juste en dessous de lui, il y a le Chunin, l'assistant. Chaque Jonin en possédait plusieurs, qui, eux seuls, connaissaient son identité. Pour devenir véritablement ninja, l'aspirant doit passer toutes sortes d'épreuves, plus ou moins farfelues. Une fois accepté, il devient alors Genin, l'agent ninja à proprement parler. Il ne connaissait jamais le Big Boss, et donc ne risquait pas de le trahir s'il se faisait capturer. De toute façon, un ninja capturé était un mort en suspension, puisqu'ils étaient considérés comme des parias de la société, des démons, voire même des sous-hommes. Et leur destin était assez simple, torturé, écorché vif, bouilli, empalé. Et si t'as l'impression d'avoir déjà connu ce genre de structure, c'est normal, c'est exactement la même organisation qu'une mafia. Si les petites mains ne connaissent pas le parrain, ils ne peuvent pas le trahir. Si on part sur l'exemple de la région de Koga, une cinquantaine de familles de Chunin vivaient là-bas. Chacune d'entre elles possédait 30 à 40 Genin, prêts à être mobilisés à tout instant. Du coup, ça fait du monde. On a donc une société très hiérarchisée, ce sont certaines familles qui détiennent le pouvoir, et ce pouvoir reste dans les mains de la même famille. Donc rien à voir avec une quelconque supériorité technique ou tactique des chefs. Pourtant, il ne faut pas voir non plus les chefs comme des ânes bouffis. Tous les ninjas se devaient d'avoir une vie familiale tout à fait classique, pour ne pas éveiller les soupçons. Adopter un profil bas et paraître humble, voire miséreux, était une condition de survie des ninjas. Et c'est pour ces raisons qu'aucun ninja ne souhaite être célèbre ni connu. Sa vie et celle de sa famille et de son clan en dépendent totalement. Il doit rester une ombre, un démon inspirant la terreur et faisant trembler sous les chaumières. Les ninjas furent crédités de faits incroyables, véritables défis au bon sens, qui les enveloppaient d'une crainte superstitieuse leur permettant d'agir impunément. La dextérité, l'astuce, l'imagination et le sens de l'improvisation du ninja firent que, très naturellement, la population crédule, à l'esprit figé et au sens critique peu développé, a très largement exagéré les faits. Pourtant, tout ça ne nous explique pas pourquoi ils étaient vraiment craints sur le terrain. Après tout, j'imagine mal des samouraïs ou des soldats, qui ont probablement vu des dizaines de champs de bataille, mourir de peur devant une ombre menaçante. Mais alors, d'où vient leur réputation d'assassins hors pair ? 10 siècles de développement du ninjutsu ont laissé quelques traces qui nous permettent de nous faire une idée assez précise de ce que furent ces personnages de l'ombre, qui avaient réalisé leur propre synthèse à partir des possibilités techniques et des données mentales de l'époque. Un entraînement ninja commence tout jeune, comme la plupart des entraînements guerriers des périodes féodales. Que ce soit les samouraïs ou les chevaliers, ils n'attendaient pas leur majorité pour commencer à manipuler des armes. Pourtant, l'apprenti ninja ne maniait pas seulement des armes. Il apprenait à maîtriser la douleur, le sommeil, la faim, le froid, le chaud, l'équilibre, l'endurance, la souplesse, enfin tout ce qui a fait une machine guerrière. Tous ces types d'entraînement qui demandaient beaucoup d'efforts et d'assiduité donnaient d'excellentes dispositions athlétiques dont le ninja pouvait faire usage au cours de missions tout simplement impossibles aux yeux du commun des mortels. Pourtant, les arts martiaux ne sont pas l'apanage des ninjas. Leur adversaire principal en était aussi des maîtres. Les samouraïs se devaient de maîtriser les kakutobukei, c'est-à-dire les techniques de combat traditionnelles du Japon féodal, comme attention on est parti pour la liste, le Kenbojutsu, soit l'art de l'escrime en combat réel, le Bokuto Kenjutsu, soit l'escrime en sabre de bois, le Yaijutsu, l'art de dégainer, le Batojutsu, l'art de la coupe avec le sabre, le Kodashi Jutsu, l'art du sabre court, le Kyujutsu, l'art du tir à l'arc, le Nintenjutsu, l'escrime à 2 sabres, le Jitejutsu, la technique de la barre de fer avec crochet, le Jujutsu, toutes les techniques de guerre, le Yoroi do Jitutsu, l'art du combat avec armure, le Tessen Jutsu, l'art de l'éventail de guerre, le Yawara Jutsu, la lutte au corps à corps, le Sojutsu, l'art de la lance, le Otashi Jutsu, l'art du sabre très long, le Ohei Jutsu, la stratégie militaire, le Bachutsu et l'art de l'équitation militaire. Le ninja devait bien sûr connaître ses arts, mais devait aussi maîtriser ses propres arts, comme le Nippo Taijutsu, le combat à main nue, le Bojutsu, le maniement du bâton, le long ou le court, le Shinobi Kenjutsu, le maniement du sabre particulier des ninjas, puisque droit et plus court qu'un katana des samouraïs, le Shuriken Jutsu, l'usage des armes de jet, les shurikens, les mêmes,
le Yari Jutsu, c'est-à-dire le maniement de la lance Yari, le Niigata Jutsu, c'est-à-dire le maniement de la lance recourbée Niigata, utilisé par les ancêtres des samouraïs, il est devenu la spécialité des Yamabushi. Le Kusarigama Jutsu, l'usage d'une arme composée d'une faucille et d'une chaîne lestée attachée aux manches, le Kayaku Jutsu, c'est-à-dire les techniques d'armes à feu, de poudre et d'explosifs, le Henso Jutsu, l'art du déguisement, le Suiei Jutsu, la maîtrise de tout ce qui touche à l'eau, depuis la natation silencieuse à la manière d'y rester caché, le Hinton Jutsu, l'art de l'évasion, le Shinobi Iri, l'art de pénétrer par effraction et de voler, le Tenmon, la connaissance du ciel, c'est-à-dire l'interprétation des cartes des étoiles et des indices météorologiques, le Shimon, la connaissance de la Terre au sens géographique, le Boryaku, la stratégie de combat, le Shōho, la science de l'espionnage, et enfin le Mikio, les méthodes ésotériques visant à renforcer l'esprit à base de mantras, gestes symboliques, méditation et contrôle du métabolisme. Le ninja savait donc pratiquement tout faire. En fait, tuer n'était souvent pas la solution rêvée. Déjà parce que c'est une perte de temps qui pouvait remettre en cause toute la programmation de sa mission, et ensuite parce qu'il y avait toujours un risque de provoquer une alerte. Lorsqu'il fallait absolument le faire, il évitait de le faire avec une arme. Même si la sentinelle mourait sur le coup, avant d'avoir eu le temps de crier, il y avait eu effusion de sang, dont la trace pouvait le trahir. Quant à un combat ouvert de face, c'était tout à fait exclu, en raison de l'inévitable bruit qu'il aurait provoqué et du risque qu'il comportait. Si le ninja pouvait surprendre son adversaire par sa façon non orthodoxe de manier les armes, face à un samouraï bien entraîné, le ninja avait peu de chances de survie. Le samouraï a voué sa vie à l'art de tuer, et n'a pas eu à apprendre les techniques d'évasion, ce qui lui donne un avantage certain. Le ninja préférait donc étrangler sans bruit ou frapper un point vital avec une précision démoniaque, avec la certitude de tuer net. Il évacuait ensuite toujours le corps pour qu'on ne risque pas de le trouver avant la fin de sa mission. Il agissait donc beaucoup comme une ombre insaisissable qui tue par derrière et qui s'enfuit avant que l'alerte ne soit donnée. On comprend donc pourquoi les gardes ou les guerriers pouvaient les redouter. Un moment d'inattention de leur part et le ninja pouvait dérober un bien précieux ou enlever une vie. Toutes les missions ninja n'ont pas été aussi spectaculaires que celles qui consistaient à pénétrer par effraction et à détruire. Beaucoup n'étaient qu'à caractère informatif, mais leur réussite était fondamentale pour le succès de vastes opérations militaires qui décidaient du sort de dizaines de milliers de personnes. Les ninjas étaient aussi employés comme guerrieros lors de campagnes militaires pour harceler les troupes ou couper leur approvisionnement. Au final, les ninjas étaient surtout des hommes à tout faire, des mercenaires illégaux, des espions, des assassins, des voleurs, mais certainement pas des gros bourrins sur les champs de bataille. Leur chance de victoire venait principalement de l'effet de surprise, et leur capacité à se faufiler et à se cacher partout. Même si la plupart des jeux trahissent ce qu'étaient les ninjas originels, il reste que beaucoup de jeux ninja, ou apparentés ninja, sont d'excellents jeux d'infiltration, comme Styx, Mark of the Ninja ou Tenchu en son temps. Et c'est déjà super cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo, like, partage, tout ça, et surtout donne-moi ton avis sur cet épisode qui me sort un peu de ma zone de confort. Et si t'as de bons jeux d'infiltration, n'hésite pas à partager. En attendant, je vous dis à la prochaine, ciao.